Voilà les amis, ici Roger Montou de RM Show à Washington, à Voice of America. Comme d'habitude, nous recevons toujours des personnalités dans cette émission et nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir M. Jean-Marc Kabounda Kamboudou. Vous êtes le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation aujourd'hui. Président du parti par intérim. Exactement, président du parti par intérim. D'ailleurs, j'étais en train de discuter cela avec quelques collègues aussi. Alors d'abord, on commence par le but de votre voyage ici. Je suis venu ici sur invitation de la direction de l'Internationale socialiste qui nous a conviés à un conseil de l'organisation au siège de l'ONU. Donc plusieurs thèmes devaient être exploités là-bas. Il nous a été demandé de réfléchir sur un thème très particulier, surtout en rapport avec notre pays, dans la défense de la démocratie, là où elle est niée, menacée. Donc en fait, ça nous a permis à faire une réflexion et à présenter la situation du Congo au siège même de l'ONU. Monsieur le secrétaire général, j'ai aussi une émission, comme je disais au début de cette émission, de divertissement, RM Show, qui est suivi partout en Afrique francophone, ici même à Voice of America. Commençons avec ce sujet d'actualité. Après le concert de musique de l'artiste congolais Fally Ipupa, le spectacle d'Héritier Watanabe, aussi congolais, avait été interdit par le préfet de police samedi dernier à Paris, à cause, d'après la police parisienne, des débordements des combattants. Faites-vous partie, monsieur Kabounda Kamboudou, de ceux qui pensent que les artistes congolais aujourd'hui doivent renoncer à produire des titres à l'honneur des hommes politiques et faire de la musique engagée, par exemple? Oui, cela devait être élucidé à plusieurs dimensions. En fait, un artiste musicien, il reste un artiste apolitique. Il doit faire, ce sont des œuvres d'esprit. Nous n'avons pas à orienter la démarche d'un artiste parce que ce sont des œuvres d'esprit. Mais pour le contexte du Congo, il arrive que ces ras-le-bol exprimés par nos compatriotes à l'extérieur du pays tient le cours. Parce que les artistes congolais sont devenus des porte-parole des politiques, mais qui n'arrivent pas à satisfaire le besoin du peuple, qui n'arrivent pas à faire quelque chose pour l'intérêt du peuple congolais. Et cela frustre, parce qu'il y a un régime qui est vraiment en contradiction avec la volonté populaire, et que quand vous vous soutenez ostensiblement un tel régime, donc vous vous mettez en porte-à-faux avec le peuple. Cela est logique. Donc c'est très malheureux pour notre pays parce que c'est un problème politique qui malheureusement touche la culture. Et c'est pourquoi on dit toujours que la politique régente tout. La politique est au sommet. Lorsque la politique est malade, tous les secteurs vitaux d'un pays sont aussi malades. Et c'est très malheureux. Mais pour parler du cas d'Héritier, j'ai été très touché par ça parce que Héritier Watanabe, c'est une jeune génération des artistes congolais qui a, dans une certaine mesure, l'avenir et que moi, personnellement, j'ai vu lorsque nous organisions les obsèques à la permanence du parti lors de la signature dans les livres de condoléances. Héritier est venu avec son orchestre, il a chanté, il a signé dans les livres de condoléances, il a même tenu une conférence de presse avec un pagne à l'effigie du président Tshisekedi. Et beaucoup de ces fans ont dit ça sur les réseaux sociaux. Pour nous c'était un message fort. Pour nous, Héritier reste ces jeunes artistes qui engagés pour la défense de la démocratie. Parce qu'on l'a vu, c'était pas facile. C'était pas facile parce que Werason, Jibem Piana ne pouvaient pas mettre leur pied à la permanence du parti, craignant des représailles. Mais on a vu Héritier Watanabe, ces jeunes qui est venu. Pour nous, c'est très dommage. Et s'il m'était demandé de faire un plaidoyer, j'aurais demandé aux combattants de laisser Héritier Watanabe tenir son concert parce que c'est un jeune
qui a prouvé qu'il était du côté de la justice, qui soutenait vraiment le changement et la démocratie dans notre pays. Et si je pose cette question, c'est parce qu'évidemment, ces fans ont écrit sur nos réseaux sociaux, posé la question, dit, mais Roger, qu'est-ce que l'UDPS dit de tout ça? Parce qu'Héritier était quand même au deuil. Mais heureusement, vous venez de répondre à cette question. Alors, d'après vous, que faut-il faire pour permettre aux musiciens congolais aujourd'hui de livrer à nouveau des concerts dans ces salles mythiques en Europe ou ici aux États-Unis? Parce qu'ils peuvent. Que faut-il faire pour que cela revienne comme c'était dans le temps? Aujourd'hui, le problème est multidimensionnel. Ça ne dépend pas de la volonté d'un individu. La question est multidimensionnelle. Comment est-ce que la question politique ou les questions politiques dans notre pays seront résolues et afin de donner le souffle nouveau dans tous les secteurs de la vie dans notre pays? Parce que le régime de M. Kabila a vraiment soumis le peuple congolais à une sorte de misère, de paupérisation, de tueries, de massacres. Et cela appelle à une conscience collective. Donc vous ne pouvez pas. À gauche, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont massacrés. Il y a des gens qui dorment affamés, qui n'ont pas de logis. 4,5 millions de personnes sans abri, des déplacés de guerre, et de l'autre, vous fêtez. Non, c'est anormal. C'est ça l'idée prônée par des combattants. Et moi, je me dis, cela pouvait aller plus loin jusqu'au pays. Parce que nous ne pouvons pas donner l'image contraire de l'image du pays. Le pays va mal. Le pays souffre. Le pays est au bord de sa disparition. Le régime de Kabila est en train de mettre le pays sur une piste qui l'amènera tout droit à sa disparition. Et cela demande une conscience collective. Des artistes, des politiques, des médecins. Donc, toute la société congolaise doit s'engager sur une voie de sauvegarder le pays. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a des individus qui tirent malheureusement des dividendes personnels auprès de certains dignitaires du régime ou directement du régime, et qu'ils font semblant, de tout ce qui se passe au pays pour donner une autre image, c'est très malheureux. Il n'y a pas de chance pour ce genre de personnes. Moi, je pense que la solution est d'abord politique. Nous devons arriver à une véritable alternance au Congo, promouvoir la justice distributive où chaque Congolais peut aller assister à un concert de 20-30 $. Parce qu'aujourd'hui, un concert de 100 $ n'est pas à la portée à la bourse de tout Congolais. Donc ce sont les mêmes gens qui volent l'argent du peuple. Ce sont les mêmes gens qui détournent, qui sont corrompus, qui ont accès à ces concerts. Et alors, que dirons-nous de ces petits peuples qui reçoivent 100 $ le mois? Peut-il aller entrer dans un concert de J.B. Mpiana de 100 $? Parce que c'est son salaire mensuel. Donc nous devons résoudre cette question de manière aussi plus large. Donc la justice distributive, mettre le peuple congolais dans une situation équitable, diminuer le fossé qui sépare les classes sociales au Congo, où c'est des politiques qui vivent dans l'opulence. Quand on accède à un poste politique, on a droit à tout. La Constitution est en dessous de ses pieds, les lois d'IP sont en dessous de ses pieds, on profite au mamelle du trésor public, et là c'est inacceptable. Donc nos musiciens devraient compatir avec le peuple congolais plutôt que de chanter à longueur de journée des hommes politiques corrompus, des hommes politiques qui n'ont pas de cœur pour le peuple, des hommes corrompus qui sont à la base des massacres et des tueries. Ça c'est anormal. Je ne peux pas soutenir ça, c'est anormal. Il faut avoir des musiciens aujourd'hui qui chantent la réalité du Congo. Et parce que la musique, c'est une façon de communiquer. C'est une façon de passer le message. Ce message va au-delà de nos frontières. Une façon de présenter le vrai visage du Congo. Mais est-ce que sont-ils obligés? Ils ne sont pas obligés de... Oui, je l'ai dit ici que ce sont des œuvres d'esprit, ils sont libres. Mais dans le contexte du Congo, je me répète, ils sont obligés de le faire. Dans le contexte du Congo, parce que tout Congolais doit faire quelque chose pour sauver le pays. Et en l'occurrence, la culture qui est un secteur
qui fait passer énormément de messages, parce qu'à travers la culture, on sait voir le vrai visage d'un pays, on sait voir comment un peuple vit. Je crois qu'ils sont dans l'obligation, parce qu'aujourd'hui, le pays doit être sauvé. Et ce n'est pas par hasard que nos compatriotes combattants agissent ainsi. Ils ne sont pas fous. Parce que ces gens veulent revenir travailler au pays. Ils veulent apporter leur expertise au pays. Et ils sont empêchés par un régime dictatorial, un régime qui ne présente aucune perspective démocratique, aucune perspective en termes de développement. Et ça empêche nos compatriotes qui ont fui pour la plupart depuis l'époque de Mobutu, la répression brutale de Mobutu, de Mosé Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui ils veulent rentrer au pays. Mais c'est ce régime qui les empêche de rentrer. Donc, nous ne devons pas aujourd'hui être... constituer une sorte de soutien à un régime qui fait souffrir le peuple. Est-ce que l'UDPS a un projet pour les artistes, pour la culture congolaise, par exemple, en tant que parti politique? Bien sûr, en tant que parti politique qui aspire à la gestion du pays, nous avons un programme de gouvernance, un programme bien établi dans tous les secteurs, dans tous les secteurs vitaux de la vie de notre pays. Et parce que la culture, comme je venais de le dire ici, la culture, c'est un secteur clé pour une nation. Nous sommes reconnus mondialement comme un pays où c'est un pays de musique. Et vous voyez que c'est malheureusement que ces musiciens ne comprennent pas que le même pouvoir ne favorise pas leur émergence. Et quand vous posez la question actuellement, la politique en matière de culture, il n'y a rien. Le budget alloué à ce secteur est insignifiant. La preuve que le régime de Kabila ne s'occupe pas du secteur de culture. Donc ce sont des secteurs abandonnés comme la santé et l'éducation. Mais nous, à notre niveau, nous pensons que c'est un secteur qu'il faut valoriser. Parce qu'avec notre musique, le Congo peut renflouer les caisses. Nos musiciens peuvent faire beaucoup d'argent. Prenons l'exemple des États-Unis, où les musiciens se font énormément d'argent. Ce sont des millionnaires. Mais ce n'est pas le cas au Congo, mais les musiciens triment. Les musiciens souffrent, bien qu'ils font des œuvres, bien qu'ils sont considérés comme de grands artistes. Mais au fait, ils n'ont rien. C'est suite à la mauvaise politique en matière de culture. Nous pensons qu'une fois au pouvoir, nous mettrons en place des politiques adéquates en faveur du secteur culturel pour promouvoir les musiciens, promouvoir des artistes dans presque beaucoup de domaines afin que notre culture soit hissée haut. Parce que la culture, c'est le miroir d'un pays. On reconnaît un pays à travers sa culture. Ouais. Parlons maintenant de la Commission électorale nationale indépendante où M. Corneille Nangaa, récemment, a dit que c'est impossible d'organiser les élections cette année. Mais il a dit aussi, nous devons évoluer avec le gouvernement et évaluer, et le Conseil national de suivi de l'accord de processus électoral. Alors, qu'en dites-vous? Parce que lui dit que c'est pratiquement impossible, c'est un problème technique et non politique. Qu'en dites-vous de cela? Nous ne sommes pas surpris d'une telle déclaration. Mais il vous souviendra que M. Nangaa, avant le 19 décembre, ou carrément un peu avant le 19 septembre, lorsque nous exigions à l'époque un calendrier électoral, M. Nangaa avait crié haut et fort qu'il lui était impossible à cette époque de présenter un calendrier électoral, d'autant plus qu'il n'y avait pas un consensus dans la classe politique. Il fallait attendre un consensus politique et dès que ce consensus était obtenu, il devait mettre sur pied un calendrier électoral. Eh bien, M. Nangaa a pris part aux négociations politiques du centre interdiocésain dans la thématique élection. Et il a été prouvé noir sur blanc que les élections étaient possibles avant le 31 décembre 2017. Et cela a été marqué dans l'accord. Nous l'avons signé. Donc il est aujourd'hui bizarre. C'est bizarre que quelqu'un, président de la Commission électorale nationale indépendante de surcroît,
de procéder à des déclarations tapageuses, des déclarations dangereuses pour la survie de notre pays. Dangereuse parce que le RAZOP aussi a dit, sans vous couper la parole, que c'est là une déclaration de guerre au peuple congolais. C'est vraiment dangereux. Je vous dis, c'est une déclaration de guerre. C'est mépriser tout un peuple. Un peuple qui aspire à la démocratie, qui aspire à l'alternance politique. Un peuple qui a sacrifié ses fils et filles pour cette même démocratie. M. Nanga crache sur de nombreuses victimes dans notre pays. Donc aujourd'hui, il est clairement établi que M. Nanga, c'est une caisse de résonance du pouvoir de M. Kabila. Donc, étant donné que M. Kabila n'offre aucune perspective d'alternance dans ce pays, il veut rester éternellement au pouvoir. Eh bien, il peut qu'utiliser Nanga, parce qu'on sait de quelle manière Nanga est arrivé là où il est arrivé, afin qu'il n'y ait pas élection dans notre pays. Ça ne nous surprend pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir, d'examiner, de voir avec un peu plus clair, de voir un peu plus clair sur les conséquences d'une telle déclaration. Mais est-ce que vous êtes, vous personnellement, sûr que techniquement, il y a moyen d'avoir des élections? Je voudrais aborder la question de l'accord, oui, parce que c'est lié. Oui. C'est très lié. En fait, nous sommes allés dialoguer, pas pour offrir des postes à des individus. Nous étions allés dialoguer pour trouver des voies et moyens, baliser la voie à des élections libres, démocratiques et transparentes. Pour cela, il nous fallait bon nombre de principes pouvant régir cette période transitoire d'une année. Parce que M. Kabila, ayant perdu toute légitimité, l'égalité à l'issue de son second et dernier mandat intervenu le 19 décembre, il n'était plus question que Kabila gère le pays comme s'il avait un plein mandat. Donc la conséquence logique du refus par lui d'organiser les élections, c'était de lui ôter une partie de son pouvoir, donc la nomination d'un Premier ministre. Il ne pouvait pas nommer un Premier ministre de son choix, mais c'est à l'opposition de lui présenter ce Premier ministre. Et parce qu'il devait y avoir un mécanisme de contrôle, étant donné que M. Kabila, c'est vraiment l'incarnation du non-respect des textes. C'est un monsieur qui est habile en ça. Il ne respecte aucun texte dans ce pays. La Constitution, les lois du pays. Et donc, il fallait mettre un mécanisme de suivi. C'est ainsi qu'il a été décidé dans l'accord qu'on mette en place le CENSA pour faire le suivi de la transition, bien entendu, du respect de l'accord et du processus électoral. Eh bien, vous voyez, autour de ces principes, nous avons eu, par exemple, d'autres principes qui tenaient à l'apaisement de la tension, à l'apaisement du climat politique pour nous amener à des élections crédibles. Donc, notamment la liberté pour tous de s'exprimer sur les médias publics, la RTNC, cela n'a jamais été fait. Notamment la libération des prisonniers politiques pour calmer les tensions, apaiser les tensions, les retours en exil des politiques, des politiciens de l'opposition qui sont aujourd'hui contraints en exil, ils ne peuvent pas rentrer au pays, et d'autres mécanismes, dont notamment la décrispation politique, donc la possibilité pour toutes les tendances de s'exprimer publiquement, mais cela n'a jamais été le cas. Donc aujourd'hui, on est en face du dévoiement total de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et maintenant, si M. Nanga dit que l'accord disait qu'il devait y avoir une évaluation, mais c'est un peu bizarre parce que nous ne sommes pas dans l'accord. Ça fait longtemps que M. Kabila est sorti de l'accord politique du 31 décembre. Et donc, il ne sera plus question d'une certaine évaluation dès lors que nous ne sommes pas dans l'accord. Voilà pourquoi l'UDPS aujourd'hui fait une proposition plus pratique. M. Kabila n'étant pas dans l'accord, il est retombé dans la même situation de 2016 où il perdait ipso facto sa légitimité le 19 décembre 2016. Et étant en dehors de cet accord, M. Kabila n'a aucune légitimité. Et il n'est plus question aujourd'hui de parler d'une échéance
d'une date, comme je l'entends certains politiciens les dire, 31 décembre 2017. Donc, il n'est même plus question de parler des dates précises. Il n'est plus question de parler des dates pour ce qui concerne Joseph Kabila. Il n'a aucune légitimité et le peuple congolais doit se tenir debout. Le peuple congolais doit se mobiliser pour les faire partir it et non. Je dis bien it et non parce que Joseph Kabila est sorti de l'accord qui au jour d'aujourd'hui est le seul cadre politico-juridique pouvant régir les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Et donc, Joseph Kabila, ayant choisi sa voie à lui-même, la voie de la perdition, défiant le peuple congolais et la communauté internationale, justement aussi, c'est ce qui nous motive pour faire ces tournées, pour venir voir nos compatriotes qui sont dans la diaspora, les sensibiliser à cette donne, voir les décideurs, voir les administrations de plusieurs pays démocratiques, leur faire comprendre la situation telle que c'est vécu au Congo. Donc ça nécessite le départ immédiat de Joseph Kabila du pouvoir. D'aucuns pourront voir ça comme une illusion, mais ce n'est pas une illusion. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila se présente comme un danger pour le Congo. Vous-même, vous êtes au courant de ce qui se passe au pays. L'insécurité, les tueries, les massacres ont même gagné la ville de Kinshasa. Ça a quitté l'Est pour le centre du pays. Et aujourd'hui, c'est en pleine ville de Kinshasa où on massacre des gens. Ça, c'est l'œuvre de Joseph Kabila et son pouvoir. Donc, à part la question de légitimité dont Kabila fait face aujourd'hui, il fait face aussi à un problème de gouvernance qui est chaotique. On ne peut pas les laisser gérer le pays parce que non seulement qu'il n'a pas la légitimité, mais aussi sa gestion est calamiteuse. Ça expose tout un peuple. Tout un peuple est en danger. Et d'après ce que vous êtes en train de dire, Monsieur le Secrétaire Général, au cours d'un point de presse récemment, au siège même de l'UDPS à Limete, vous avez dit, comme vous êtes en train de le dire aussi maintenant là, que vous n'allez plus reconnaître Joseph Kabila comme président. Vous avez aussi appelé, comme vous l'avez fait encore maintenant aussi, appelé tous les Congolais à souscrire à la démarche même de l'UDPS et adhérer à des actions que votre parti comptait déjà mener pour que Kabila quitte le pouvoir avant le 31 décembre 2017. Alors, ma question c'est de savoir, ne pensez-vous pas que cela créerait des tensions et pourrait causer des pertes de biens et des vies humaines? Comment vous comptez vous y prendre? Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône, gagne ramène. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Oui, c'est dommage que dans le contexte qui est le nôtre, Joseph Kabila n'hésite pas à tuer. Mais nous n'avons pas le choix parce que, ne faisant pas cela, les Congolais meurent du jour au jour. Nous dénombrons déjà au Kasaï plus de 5000 morts, avec plus de 80 fosses communes découvertes. Donc c'est difficile aujourd'hui de se résigner, de laisser les choses se passer telles qu'elles se passent parce que nous sommes tentés, moi je suis tenté de penser que ça sera de la non-assistance de tout un peuple en danger. Vous savez que l'UDPS c'est vraiment le dernier rempart pour ce peuple. C'est même l'espoir de ce peuple. Et si nous ne faisons rien parce que Joseph Kabila va tuer, eh bien, nous allons laisser ce peuple souffrir et on sera parti pour la gloire. Nous disons que le peuple congolais doit bannir la peur. Le peuple congolais, au moins, doit accepter de mourir une fois pour toutes et sauver la République.
sauver la nation congolaise, plutôt que de demeurer dans une situation d'incertitude, mourir tout le jour, toutes les années et indéfiniment. J'ai assisté hier. Et aussi Oui, là, je vas-y. voudrais chuter Oui. pour dire que si Joseph Kabila s'apprête à tuer le peuple congolais, voilà notre message. C'est ainsi que nous lançons ces messages à la communauté internationale, que non seulement les Congolais vont mourir, mais cela risque d'avoir un impact sur la paix et la sécurité mondiale, le Congo étant un pays d'enjeu international, un grand pays dans la sous-région. Une guerre civile au Congo, dans le contexte actuel, risque d'entamer toute la sous-région et être à la base d'un conflit international. Nous ne voulons pas y arriver. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. C'est pourquoi nous lançons un appel aux décideurs, à la communauté internationale, de voir qu'elle a déjà investi beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour la stabilisation du Congo. Est-ce que c'est ce que vous êtes aussi venu dire aux Américains? Bien que sûr. Vous allez peut-être rencontrer Bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit du haut de la tribune de l'ONU. Et maintenant même, je vais le dire au département d'État américain que M. Kabila, c'est un danger pour la paix internationale. Tout peut commencer. On sait comment la deuxième guerre a commencé. On sait comment la première guerre a commencé. C'est à l'occasion de rien. Et le Congo, vous savez ce que le Congo représente pour l'humanité aujourd'hui. Donc Joseph Kabila, il s'évertue en un véritable danger et nous devons arrêter tout de suite. La communauté internationale est dans l'obligation aujourd'hui, au regard de son soutien déjà à travers la MONUSCO. Vous savez que c'est la plus grande mission des Nations Unies au monde, avec plus de 20 000 hommes. C'est la plus grande mission budgétivore en termes de moyens. Et pourquoi la communauté internationale peut fermer les yeux sur ce que Joseph Kabila fait? Parce que la MONUSCO ne devra pas rester éternellement au Congo. C'est la communauté internationale qui paye les frais. Et donc, nous venons passer ces messages et pour dire que c'est Joseph Kabila qui est le véritable problème. Il n'y a aucune perspective électorale, aucune perspective démocratique. Et pourquoi lui donner 48 heures? Pourquoi lui accorder 72 heures? Et si le moment venu, le peuple congolais va se décider de les faire partir, on a besoin du soutien de cette communauté internationale. Et pour citer, l'UDPS, qui est dans le rassemblement, est une véritable alternative, j'ai dit même crédible, à ce qui concerne le départ de Joseph Kabila. Hier, j'ai assisté personnellement aussi à votre rencontre avec la diaspora congolaise à Washington et je crois qu'une personne vous a posé la question sur M. Dokolo. Et vous avez dit que vous, l'UDPS, vous avez besoin des hommes ou des femmes sérieux qui sont avec vous à Kinshasa. Est-ce que vous vous insinuez par là que les politiciens de la diaspora ou ceux-là qui veulent participer à la politique de leur pays d'origine ne sont pas sérieux quand ils ne sont pas avec vous à Kinshasa? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais tout simplement dire que l'UDPS a besoin des hommes et des femmes sérieux. Au pays, tout comme à l'extérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, la situation du pays ne permet pas à tout le monde d'y être. Nous qui sommes là, nous en dirons dessus plus du jour au jour. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais on ne peut pas combattre pour son pays qu'en étant à l'intérieur du pays. On peut être à l'extérieur du pays, mais tout en faisant beaucoup. Tout en apportant un soutien à ceux qui se battent sur terrain. Parce qu'on peut être à l'extérieur du pays, constituer un pont entre ceux qui sont au pays et certaines organisations et certaines personnalités qui peuvent plaider pour le Congo. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le véritable problème aujourd'hui, c'est la qualité des hommes et des femmes qui vont venir à l'UDPS, qui vont chercher à s'allier à l'UDPS. C'est là que se pose le problème. On ne va plus accepter cette fois-ci des gens douteux, des gens qui ne nous inspirent pas confiance, des gens qui peuvent nous trahir demain après demain pour redonner du souffle à Joseph Kabila. Parce qu'à plusieurs reprises, Joseph Kabila s'est retrouvé vraiment coincé et il a eu la vie sauve grâce aux opposants véreux qui sont allés les donner un nouveau souffle. Et la majorité qui venait de l'UDPS aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Ces traîtres, ces antivaleurs sont aussi... ils sont partout. Et cela pose un problème avec les Congolais de la diaspora qui se disent, mais est-ce que l'UDPS
ne joue pas le jeu de Kabila? Est-ce que c'est tout le monde? Parce que ça vous met, vous tous, un peu dans... C'est ça la difficulté. C'est vraiment une difficulté. Mais nous disons que ce n'est pas aussi une occasion pour nos amis de la diaspora, nos compatriotes, de se résigner. Parce que quand on se résigne, on prête les flancs à l'oppresseur, qui est le régime de Joseph Kabila. Mais il ne peut pas y avoir que des mauvaises personnes, des gens sans scrupules. Or, à côté, il y a aussi des gens déterminés, engagés à défendre la cause des Congolais. Justement que ces gens sont là, et parce que nous n'avons pas droit à la résignation, nous sommes obligés de continuer avec ceux qui veulent continuer les combats. En fait, quelqu'un peut donner, finalement, il se décide et dit, voilà, j'arrête ici, mais il y aura toujours ceux qui vont continuer ces combats jusqu'à la victoire finale. Nous aimerions que nos compatriotes qui sont dans la diaspora puissent identifier ces personnes. Certes que c'est un sujet de découragement. Des gens qui sont venus ici, qui sont passés à Washington, Bruxelles, Paris, raconter des choses contre Kabila, dire qu'ils étaient prêts à le faire partir, sont aujourd'hui avec Kabila. C'est eux qui font la promotion, la défense de Joseph Kabila. C'est vraiment bizarre. Ça relance la question de la crédibilité de l'homme politique congolais. Parce que moi, personnellement, j'ai reçu des gens qui étaient assis exactement là où vous êtes et aujourd'hui, ils sont avec Kabila. Bien sûr. Ils ont tenu notre langage. Bien sûr. Le deuxième problème au Congo, parce que le premier problème, c'est Joseph Kabila. Le deuxième problème, c'est la classe politique du Congo. C'est ça, en fait. Le Congo souffre de ça. En dehors de ces richesses pour lesquelles il souffre, il y a Joseph Kabila, il y a aussi la classe politique congolaise, que ce soit dans la majorité, tout comme dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette classe politique? Voilà la question. Il faut renouveler cette classe politique. Même si Kabila part aujourd'hui, cette classe politique il faut renouveler cette classe politique. Il faudra que les Congolais sachent discerner des vrais politiciens de faux. Ceux qui se battent pour leur ventre. Ceux qui tiennent des discours pour se faire entendre, pour se faire connaître et ensuite se faire acheter comme du pain au marché. Donc ça, c'est un problème réel de la classe politique, de notre classe politique, de l'homme politique congolais. C'est vraiment... J'ai dit, c'est très difficile, vous savez, c'est très difficile d'en parler comme ça sur une chaîne internationale. Présenter cette image, mais c'est la vérité. Et je l'ai dit ici pour qu'il l'entende, pour qu'il s'amende. Et ils vont l'entendre. Mais comment résoudre ce problème, d'après vous? C'est avec le renouvellement de notre classe politique. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit penser à remplacer cette classe politique qui est pourrie. La jeunesse congolaise doit se battre pour être dans le cercle décisionnel des politiques au Congo. Ils ne doivent pas laisser tout entre les mains de ces politiques très véreux, qui sont retrouvables pour d'ailleurs la totalité de la majorité actuelle au pouvoir. C'est vraiment du n'importe quoi, mais aussi dans l'opposition, qui se veut opposition à Joseph Kabila, où il y a des gens qui physiquement, ils sont à l'opposition, mais spirituellement, ils cherchent comment aller chez Kabila, moyennant un poste ou des billets de banque. Donc c'est ça le vrai problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a prouvé à la face du monde que la jeunesse peut apporter quelque chose pour ces pays. En me nommant moi, je suis de cette génération, je suis jeune. J'en appelle aussi à d'autres jeunes qui ont un pays à présenter dans le concert des nations, qui doivent aujourd'hui manifester un sursaut d'orgueil parce que nous avons un pays riche, un pays prospère, un pays qui doit se développer au même titre que tous les autres pays, toutes les autres nations. Moi, je crois que c'est à la jeunesse de s'approprier la politique de ces pays. La politique de ce pays. Vous êtes jeune vous-même et aujourd'hui, vous êtes aussi président intérim de ce parti, secrétaire général aussi. Comment vous comptez résoudre les problèmes qu'il y a dans votre parti aujourd'hui, que beaucoup disent être divisés aujourd'hui? Ça, c'est un fardeau, un gros lourd fardeau que vous avez, vous, en tant que jeune. Aujourd'hui, certaines personnes de votre âge sont là en train de faire peut-être la vie, mais vous avez ce gros fardeau à résoudre comme problème dans ce grand parti. Oui, l'UDPS, comme vous le savez, c'est un grand parti. C'est vraiment un État dans un État. Sûrement qu'il a du coup, des vous n'avez pas une tâche facile. Sûrement. J'ai grandi dans ces partis.
toute ma jeunesse, je l'ai passée dans ces partis. J'ai vu que vous êtes là depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, ouais. dans ces partis. Donc, nous essayons de redynamiser le parti, d'apporter des réformes, parce que la disparition du président Tshisekedi appelle tout de suite à des réformes. C'est très différent de l'époque, du temps de son vivant, parce que le président Tshisekedi, lui, était une incarnation de l'unité. Il était là parce que les bons comme les mauvais se retrouvaient autour de lui. Après sa disparition, vous avez vous-même vu que les masques sont tombés. Certaines personnes ont su démontrer qu'ils n'étaient plus réellement de l'UDPS, mais ils s'accrochaient à la personnalité de Tshisekedi tout simplement pour se retrouver. Et cela appelle à des réformes. Nous devons maintenant voir dans quelle mesure est-ce que le parti peut se maintenir comme organisation moderne, organisation structurée, moderne, parce que le tout-puissant Tshisekedi, le charismatique n'est plus. Il est là, il avait sa manière de gérer le parti, il savait mettre tout le monde autour de lui. Il n'est plus. Le parti peut se maintenir qu'avec une bonne organisation, qu'avec des réformes, adapter ses partis à la vitesse du monde aujourd'hui, à la gestion basée sur la nouvelle technologie, par exemple. C'est ainsi que nous avons mis sur pied des projets, par exemple, de la mise sur pied du fichier national et international du parti, par exemple. C'est pour avoir l'image de nos membres au sein du parti. Savoir quel type de membres nous avons. Et savoir affecter chaque membre là où il est utile. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais partout au monde et à travers le pays. On peut identifier une personne ressource du parti à Butembo, à Beni, et venir rendre des services loyaux au pays. Moi, je n'étais pas à Kinshasa. Quand le président Tshisekedi m'a nommé, j'étais au Katanga, et plus précisément à Kamina, dans la nouvelle province du Olomami. Vous voyez que le président m'a déniché de là, je suis venu ici, j'ai rendu un service au parti. Mais nous devons maintenant rendre ça plus pratique avec un fichier du parti. Donc, ce sont des réformes que nous allons apporter au parti et nous allons nous habituer, nous allons finalement nous habituer à cette disparition qui est très douloureuse du président Tshisekedi qui nous a placés dans une situation où, dans un premier temps, nous avons eu peur. Sûrement. Dans un premier temps, cette disparition nous a fait peur et aujourd'hui, la confiance renaît. Nous sommes en train vraiment de nous installer avec les deux pieds sur terre. Le parti est en train de s'asseoir, contrairement au prophète de malheur qui pensait qu'après la disparition du président Tshisekedi, le parti allait disparaître complètement parce qu'aucun parti en Afrique n'a subsisté. Mais pour l'UDPS, aujourd'hui, la preuve est là. L'UDPS ne disparaîtra jamais étant donné que c'est un état d'esprit. Tshisekedi, lui, a eu à former d'autres Tshisekedi, des millions de Tshisekedi que nous sommes. Félix Tshisekedi a déclaré qu'il présiderait une transition de 6 mois sans le président Joseph Kabila au cas où les élections ne sont pas tenues à la fin de 2017. Alors, comme le prévoit d'ailleurs l'accord signé le 31 décembre 2016, comment, d'après vous, va-t-il s'y prendre? Est-il là dans la légalité de dire ou de faire une chose pareille? En fait, Félix Tshisekedi, c'est un homme politique de premier plan dans notre pays. Mais à l'UDPS, il ne faut pas oublier qu'il est secrétaire général adjoint. Il est président du Rassemblement. C'est un leader incontesté de l'opposition. Il a donné sa vision des choses. Il a dit ce qu'il pouvait dire parce que la situation est dramatique telle que nous venons de la décrire. Mais il faut savoir que la situation telle que se présente, nous ne devons pas prêter les flancs à Joseph Kabila pour éditer l'histoire de 2016, où on l'attendait quitter le pouvoir le 19 décembre. Eh bien, le gars a installé des chars de combat partout, et cette date était passée, et nous avons été contraints à un dialogue avec lui. Aujourd'hui, il ne s'est pas respecté l'accord résultant de ce dialogue. Donc, nous devons vraiment réfléchir sur ce que nous devons faire et être pratique. Être pratique. Je ne vois pas Joseph Kabila quitter de lui-même le pouvoir. Laisser la place à une transition de quelque manière soit-elle dans ces pays. À moins que je le sache.
Donc, Joseph Kabila n'est pas dans une logique de quitter pacifiquement le pouvoir. Nous devons d'abord, avant de parler d'une transition, mais envisager des voies et moyens pour son départ. Qu'est-ce que nous donnons? Donc, ce n'est pas du tout légal pour M. Tshisekedi de dire qu'il présiderait alors... Non, non, il est dans ses droits de dire qu'il présiderait. Ça, ce n'est pas un problème. À l'UDPS, nous pensons que Félix Tshisekedi est valable. Pour être candidat de l'UDPS au présidentiel, ainsi de suite, il faudra attendre le congrès. Il faudra attendre le congrès du parti pour qu'il soit confirmé à ses titres. Eh bien, ça, ce n'est pas le problème. Lorsqu'un politicien donne ses ambitions, c'est vraiment la démocratie. Il faut les laisser s'exprimer, exprimer ses ambitions. Mais le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas de cette transition que Kabila ne pourra pas offrir au peuple congolais sur un plateau d'or. C'est ça le vrai problème. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il faut réfléchir comment faire partir Joseph Kabila et ensuite cette transition pourra arriver après. Monsieur le secrétaire général, où en êtes-vous avec l'inhumation d'Étienne Tshisekedi? Parce que certains, si je pose cette question, c'est parce que certains auditeurs qui nous ont écrit pensent que la classe politique doit faire preuve de respect envers les défunts. C'est que, d'après eux, ne s'est fait pas faire. Ils veulent aussi savoir combien de temps le rapatriement de la dépouille fera-t-il l'objet, d'après eux, d'un marchandage indigne. Qu'en dites-vous? S'il y a un marchandage dans ces dossiers, ça ne peut être que du gouvernement ou du régime de Kabila. Mais pour nous, ce n'est pas une question de marchandage. C'est une question de fierté pour nous. Et d'ailleurs, c'est une question de vie ou de mort. Etienne Tshisekedi, c'est pour nous une icône. C'est pour nous un modèle. Il restera gravé dans nos mémoires. Tshisekedi, pour nous, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons connu. Et pour ça, il doit mériter des obsèques dignes de son nom. Au-delà de toute discussion politique, tout positionnement, toute récupération politique, à l'UDPS, nous estimons que le président Tshisekedi a fait ce qu'il a fait, il mérite des obsèques dignes de son nom. Où se pose le problème? C'est justement le gouvernement de M. Kabila qui ne veut pas du rapatriement du corps, estimant que cela peut ramener une révolution au pays. Ça, je l'ai dit parce que j'ai entendu de la bouche des collaborateurs de Joseph Kabila les dire. Ils les disent sans honte. Ils les disent comme ça. Ils disent non, non, nous ne saurons pas gérer 3-4 millions de Congolais dans les rues de Kinshasa et ils se posent des problèmes. Donc Kabila se reproche de quelque chose. Kabila reconnaît qu'il a offensé le peuple congolais. Kabila reconnaît qu'il a massacré le peuple congolais. Qu'il a mis le peuple congolais dans une situation de misère et de pauvreté. Il refuse que le peuple congolais trouve une occasion de se révolter. 4 millions de personnes, ça peut éclater. Et donc, il faut empêcher le rapatriement du corps du président Tshisekedi. C'est ça la vérité. C'est ça au fait. Donc jusque-là, on n'a aucune idée, on ne sait pas quand. Mais nous nous sommes mis d'accord avec ces gens. Nous avons discuté avec eux dans une tripartite. Et un accord a été trouvé. Vous êtes de la presse, vous êtes sans ignorer qu'un accord, un accord, je dis bien un accord, a été trouvé entre les trois parties. Je pense que c'était le 9 mai dernier qui était... Bien entendu. Et de cet accord, tout était clairement indiqué. L'endroit où le président Tshisekedi devait être inhumé, l'endroit où le corps devait être exposé pour 3 jours de deuil. Et tout a été décidé. Eh bien, nous sommes surpris de voir que M. Kabila, à l'occasion de rien, refuse. Donc, le gouvernement refuse de signer un communiqué qui devait sanctionner le début des travaux. Eh bien, nous nous sommes dit, mais c'est quoi? On comprend bien cette attitude au regard de tout ce que je viens de raconter ici, mais c'est très malheureux pour le régime de M. Kabila de ne plus respecter même des petits accords. Même lorsqu'on se met d'accord sur un petit problème, le régime de Kabila n'a jamais respecté. C'est très malheureux parce que nous avions déjà discuté. Nous nous étions déjà mis d'accord. Et malheureusement, ils refusent d'appliquer ce que nous nous sommes dit. Et là, la conséquence est que le corps ne peut pas rentrer ici et on ne peut pas organiser des obsèques. L'opinion doit savoir que c'est le régime de M. Kabila qui empêche
le rapatriement de la dépouille mortelle. Parce que nous, à l'UDPS, nous n'avons aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc c'est même incompréhensible, inconcevable que nous soyons à la base de ces blocages, dans la mesure où chaque jour, nous nous battons pour que ces corps rentrent au pays et soient inhumés en toute dignité. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Hier, vous avez rencontré les membres de la diaspora, je l'ai dit au début de cette émission, de Washington. Cette émission est aussi suivie par plusieurs membres de la diaspora congolaise partout aux États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis, comme je le dis toujours, ce n'est pas un pays, mais un continent. Est-ce que vous avez un message à ceux qui sont en train de vous suivre et ils vont vous suivre? Le message que je suis en train de véhiculer partout où je passe, c'est d'abord de sensibilisation de la communauté congolaise. Parce que l'avenir de ces pays est entre les mains, avant tout, des Congolais. Ce sont des Congolais qui vont œuvrer à la destinée de ces pays. Donc si les Congolais aujourd'hui, dans la diaspora, comme ils sont aujourd'hui, ne pensent pas au sort de leurs compatriotes qui sont restés, ne pensent pas à l'avenir de ces pays, nous devons dire tout de suite que vraiment c'est très malheureux. Ils doivent comprendre que la survie des Congolais qui sont restés au pays, l'avenir du pays est aussi entre leurs mains. Ils ont quelque chose à faire, ils ont un travail à faire. Ils savent comment déjà, pour la plupart, nous sommes en contact avec eux, ils travaillent, ils sont en contact avec nous, ils aident quand même nos compatriotes qui sont restés, mais c'est insuffisant. Nous voulons aujourd'hui que la communauté congolaise aux États-Unis, en France et partout, puisse se mobiliser, puisse soutenir tout ce qui se fera au pays dans les prochains jours afin d'obtenir le départ de Joseph Kabila. Ceux qui sont ici doivent se mobiliser. Au même moment que ça se passe au Congo, au même moment que le peuple congolais est dans les rues de Kinshasa pour exiger le départ de Joseph Kabila, ici à Washington, on aimerait apprendre que les Congolais se sont réunis, ils sont en train de soutenir ce qui se passe à Kinshasa, et pareil à Bruxelles, à Paris, et un peu partout. Donc les Congolais ici ne doivent pas dormir, ils doivent être attentifs à ce qui s'est fait au pays. Voilà, nous approchons vers la fin de cette émission. Monsieur Kambunda, est-ce que la première fois, alors je vous ai déjà posé la question de savoir si c'était la première fois à Washington, vous avez dit c'est la première fois. D'abord, comment vous trouvez Washington et comment vous trouvez alors nos locaux de Voice of America? Je dois dire que ça, c'est vraiment un monde à part. C'est merveilleux ici. Et cela me fait réfléchir plus d'une fois, de voir que les dirigeants africains, les dirigeants congolais qui viennent régulièrement ici, ferment leurs yeux pour voir comment ça s'est fait ici. Donc vous pensez qu'ils devaient copier le minimum qu'ils peuvent? Absolument, absolument. Si pas tout copier, mais faire le minimum, parce que le minimum de ce qui s'est fait aux États-Unis, pour nous au pays, c'est plus grand. Pour nous au pays, c'est encore grande chose, parce que c'est inconcevable. C'est vraiment un État où les gens respectent la loi. Les gens respectent les autres. Et où les gens manifestent l'amour et l'intérêt pour leur pays. Très important. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Très gentil de votre part. Merci. Voilà, c'était Roger Muntu et on vous dit comme d'habitude, merci, on se retrouve prochainement.